Chère auditorice, c'est Jimmy. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle version en format podcast des rencontres polars de Jimmy. Le principe, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir deux auteurs spécialistes du polar qui seront titillés, asticotés, mis sur le grill et que sais-je encore par 4 chroniqueurs et enregistrés en public à la médiathèque de Fâche-Tuménil. Dans ce 3e épisode, je vous propose un spécial Belgique avec 2 auteurs talentueux d'Outrequiévrain, Jacques Jacoli et Salvatore Mini, plongés dans leur univers percutant empreint de cette belgitude qui les rend uniques. Bienvenue à la 3e édition des rencontres polars de Jimmy, et toujours avec un public formidable. Au micro, il y a Jack. Yes. Je vous propose un quiz pour nos 2 chroniqueuses. C'est la plus rapide qui gagne. Réponse A. Jack ne voit pas les personnes qui marchent dans la rue en lisant sur leur téléphone portable parce que c'est un gros bigleux. Réponse B. Parce qu'il est toujours sur sa trottinette et qu'il est trop concentré sur sa roue avant. C'est un bigleux. Réponse C. Parce qu'il lit un roman en marchant. Il lit un roman en marchant. C. Il lit en marchant. C'est vrai, Jack ? C'est vrai. Il lit. Alors, est-ce que tu as lu les romans de nos invités en marchant ? Oui. Au micro, il y a Élodie. Bonjour. Élodie vient d'organiser un super salon du polar, les Forges Obscures, et il paraît que tu aimes les défis, parce qu'un jour, quelqu'un t'a dit « chiche ». Ah, c'est Gaël Perrin qui m'a dit chiche. Et de là est né le salon des Forges Obscures, où nos 2 invités de ce soir, d'ailleurs, sont déjà venus. Et au micro, il y a Judith. C'est la taulière. C'est aussi la gentille organisatrice. Parce qu'à la médiathèque de Fâche-Tuménil, c'est comme un club de vacances. Pour la détente, profitez de l'espace nature. Judith, gentille organisatrice, tu peux nous en parler ? Mais oui, bien sûr, je peux vous en parler. Non, je ne peux pas tout vous expliquer parce que je crois que mes collègues vont devenir épileptiques à force de me suivre et de suivre en fait tout le monde dans tout ce que nous proposons. Mais on n'en dira pas plus. Non. Derrière les micros, il y a Fred. Notre faiseur de son. Alors là, c'est parti. La dernière fois, nous avons reçu 2 louves du polar et nous devions cette fois-ci faire encore plus fort. Nous avons invité 2 auteurs belges. Élodie, je sais que le polar belge t'inspire. Alors c'est à toi. Quelle relation entre la belgitude et le polar ? On a une nouvelle génération, je trouve, d'auteurs de thrillers belges, qui en plus raflent tous les prix en ce moment. Alors, ils sont potes, tous, ou pas. En tout cas, ils sont concurrents aussi. Parce que les 2 de ce soir, ils étaient en concurrence pour le même prix, le prix du club auteur belge de l'année, section thriller. Et il y en a un des 2 qui a gagné. Vas-y, Salvatore. Ah, oui, c'est pas Jack. Voilà. Mais je voudrais rebondir, en fait, il n'y a pas de concurrence. Je pense qu'on est contents les uns pour les autres. En tout cas, moi, c'est mon cas. Quand Clarence Pitts, par exemple, qui est belge aussi, qui viendra bientôt, il me semble, remporte un prix, je suis très content. Quand c'est le cas de Jack ou n'importe qui du milieu du polar, on est heureux, je pense, les uns pour les autres. On sait à quel point chacun d'entre nous tient à avoir un prix. C'est une forme de reconnaissance. Donc, voilà, on vit ce moment avec les autres, quoi. Peu importe qui remporte le prix, au final, évidemment, chacun espère que ce soit soi-même. Hein. Mais ça fait toujours plaisir, surtout quand la Belgique est mise en avant dans des salons français. Je pense notamment à Clarence qui a remporté le prix à Neulémine. Moi-même aussi, à Neulémine, donc on a Jack aussi. Donc la Belgique a tout raflé. Une radia à Neulémine. Exactement. Et puis je trouve que c'est un juste retour des choses. Quand des Français viennent en Belgique, ils raflent des prix en Belgique. Donc à nous, ça ne nous pose aucun problème. On parle la même langue. On s'en fiche qu'on soit belge ou français ou suisse. On parle tous français. Et donc ce soir, on reçoit Salvatore Mini et Jacques Jacoli, et que je rencontre en salon. Et je peux vous dire que c'est vrai. L'ambiance qu'ils mettent en salon entre eux est super.
Et alors, de fait, vous êtes belge, mais ça a quand même une importance dans votre écriture. Est-ce que, à l'instar du courant des polars scandinaves, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un polar belge ? Jack ? C'est un petit peu compliqué à dire comme ça, c'est-à-dire que moi je me souviens d'avoir eu des retours sur certains belgicismes. Alors on parle pas des 90 et 70, etc. On parle vraiment de certaines expressions, façon aussi d'utiliser certains verbes. Tu sais, passer le sel par exemple, nous on dit ça, mais en France ça se dit pas du tout. Mais sinon c'est vrai qu'on a notre patte, je pense qu'on est un peu foufou aussi, hein. Et il y a aussi des auteurs qu'on ne sait pas forcément qu'ils sont belges, parce qu'ils sont très connus en France, etc. Mais en fait, ils sont belges et ils ont aussi leur petite patte aussi, leur petit degré de folie. C'est ce qu'on essaye de mettre aussi, je pense, à différents niveaux, évidemment, mais voilà. C'est de la belgitude, en fait. C'est la belgitude, vraiment. Ouais, mais je pense que c'est malgré nous, en fait, qu'on le fait. Tu vois, c'est malgré nous. C'est ça. Je crois il y a un côté plus audacieux, peut-être. Moins d'autocensure. En Belgique, tout à en fait. France. Ouais. Je crois que c'est pas seulement dans la littérature, c'est dans l'art en général. Et de plus en plus de nos jours, j'ai l'impression qu'en France, on s'autocensure plus qu'en Belgique. Il suffit de voir. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est l'impression Salvatore ? que j'ai, je sais pas, c'est quand je lis des bouquins justement français, souvent je me dis, moi je serais allé plus loin. Ouais. J'aurais osé, vous avez lu Désobéissant, je crois que je suis allé assez loin. Après, c'est pas une volonté de dire je suis différent, je suis belge, donc je vais aller plus loin. C'est simplement que, justement, on nous pose ce genre de questions, ça nous fait réfléchir. On se dit, tiens, est-ce qu'il y a vraiment une mouvance belge ? Je pense qu'il y a une nouvelle vague, ça oui. Donc je pense de nouveau à Clarence Spitz, Jack, moi-même certainement, et puis d'autres encore, dont les noms ne me viennent pas à l'esprit, qui représente une espèce de nouvelle mouvance, oui. Il y a Barbara Abel, oui, il y a Amélie Nothomb, il y en a plein. Et maintenant, il y a les nouveaux, les jeunes auteurs, et voilà, avec leur sensibilité, leur vision des choses, et peut-être leur audace. Leur audace, dans le noir aussi. Parce qu'il y a des choses corsées quand même dans certains bouquins. Pour moi, par rapport à ma vision, moi ça vient surtout de mon boulot, c'est plus une... Pour moi, c'est un exutoire. C'est vraiment une manière de coucher sur papier ce que j'ai pu voir au boulot. C'est Jack Giacoli qui nous parle. Alors, c'est quoi ton boulot ? Actuellement, je suis enquêteur aux homicides. Et donc, je suis flic depuis... ça va me donner un coup de vieux, là, depuis 24 ans. Et voilà, j'ai fait un parcours d'enquêteur. Ça fait 15 ans que je suis enquêteur. Donc, j'en ai vu pas mal. Et surtout au niveau des homicides, quoi. Donc moi, c'est ma façon de, entre guillemets, de mettre mes cauchemars dans un bouquin et vous faire payer pour m'en débarrasser, quoi. En gros, c'est ça. C'est la question que je voulais vous poser, justement, savoir s'il y avait un rapport direct entre votre boulot, ce que vous avez connu. Je pense que c'est pas le reflet tout à fait fidèle. Il est édulcoré. Édulcoré, c'est le mot que je entendais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un rapport aussi avec toute l'influence régionale, parce que Et ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'est une facilité. C'est que je parle de mon travail, de ce que je vois. Donc forcément, il y a une influence au niveau de la région, au niveau de là où je vis, de là où je travaille, là où j'interviens. Après, ça dépend de quoi on veut parler. Ici, forcément, dans le dernier, donc dans La détresse des roses, je parle de ce qui s'est passé au niveau de Mons et un petit peu dans le nord de la France. Donc forcément, là, je suis dans le cru. Et c'est pour ça que... On peut en dire plus, Jack. C'est-à-dire, là, on parle de La détresse des roses, qui est aux éditions Hugo Thriller. Est-ce qu'on peut en dire plus sur l'histoire ? Parce que c'est basé sur une histoire vraie. C'est ça, donc c'est basé sur, en tout cas le thème général, c'est basé sur le dépeceur de Mons, on va dire le dernier tueur en série qui a sévi en Belgique, qui a fait 5 victimes, donc des femmes. À chaque fois, il les a découpées en morceaux, mis les morceaux dans des sacs, et les sacs, il les a déposés dans des endroits assez spécifiques de la ville, avec certains noms, avec une consonance assez... comme s'il voulait délivrer un message, etc. Et donc, c'est un dossier qui n'est toujours pas clôturé, donc il sera prescrit dans 3 ans. Et moi, j'avais envie de parler de ça, parce que c'est des faits qui ont bercé mon adolescence, parce que moi, j'avais 15-16 ans quand c'est arrivé. Donc moi, je suis originaire de Mons. Et quand je suis devenu policier, c'est un dossier qu'on en parle tout le temps, on en parle en tout cas très régulièrement. Et quand je suis arrivé aux homicides à Mons, forcément, j'ai appris beaucoup plus de choses. Et j'avais envie d'en parler. Donc quand vous dites que c'est édulcoré,
Ouais. Mon Dieu. Oui. Alors, comme nous avons une équipe de chroniqueurs et chroniqueuses très diversifiée, pendant la préparation, Judith nous a dit qu'elle s'était bien amusée sur le bouquin. C'est pour ce genre de réflexion qu'on l'adore, mais là, il faut nous expliquer, Judith. Oui, alors dans les faits, on sait que la réalité est atroce et en plus elle est édulcorée, mais ça m'a fait penser un peu à la merditude des choses en fait, qui est très belge aussi. Et j'ai pris le parti d'en rire parce que sinon c'est terrible. Non, mais en fait c'était l'histoire de, on a un soupçon de 2 femmes mortes et puis on retrouve 3 pieds droits. Donc la merde, il y en a un de trop quoi. C'est très rigolo ça. Moi ça m'a fait rire. Je suis désolée, c'est pas fait pour. Quand vous avez 2 femmes et 3 pieds. Puis les puzzles, mais c'est atroce en fait. Oui, c'est vrai, mais bon, voilà, ça c'est moi qui suis peut-être tordue. Et ça, c'est une partie tout à fait vraie de Dieu. l'histoire en plus. Donc, c'est pas quand j'ai écrit le bouquin, je me suis intéressé au timing, je me suis intéressé à justement aux morceaux qui étaient découverts, aux endroits, etc. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai gardées. Alors, j'ai changé les adresses, Oui. les noms, par respect pour les familles, même si ça a déjà fait couler pas mal d'encre, il y a eu des reportages, etc. Mais cette histoire des 3 pieds différents, oui, ça c'est réel. Non, mais alors du coup, je rebondis mais sur vous deux, parce que est-ce que la question est de se poser, est-ce que les monstres existent ou est-ce que ce genre de comportement complètement hallucinant peut arriver à n'importe qui? Est-ce que tout le monde peut déraper comme ça? Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais moi, je suis convaincu que oui. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Je pense qu'on peut tous vriller à un moment donné. Je mets justement en scène mes personnages autour d'un thème, donc un thème qui nous touche tous. Dans Désobéissance, c'est le deuil non accepté. Le chagrin ? Oui, le chagrin, la douleur, enfin tout ça. Je traite aussi du thème de l'enfermement ou l'impression d'être enfermé, du choc émotionnel dans d'autres romans. Donc ce sont des choses qu'on vit tous à un moment donné de sa vie, et chacun d'entre nous et d'entre vous dans la salle réagira différemment au même choc émotionnel. Donc c'est ça moi qui m'intéresse beaucoup. Donc je crois effectivement qu'on peut tous à un moment donné vriller, oui, pour répondre à la question. Et j'entendais Jack expliquer qu'il s'inspirait de ses enquêtes. Enfin, je le savais, mais en l'entendant l'expliquer, j'étais en train de me dire, mais quand toi, tu vas devoir expliquer d'où tu... C'était ma question. Voilà. Salvatore, on se pose obligatoirement la question. D'autant plus que tu expliques que les blessures et les violences de l'enfance peuvent provoquer des déviances graves. Mais c'est ce que moi je suppose, encore une fois. Donc moi, j'ai inventé ce bouquin. Enfin, toute l'histoire est inventée. Les seules choses vraies, ce sont les sentiments que vous avez éprouvés. Moi, mon objectif, c'est ça, c'est de vous bousculer dans vos certitudes. J'ai reçu un message récemment encore d'un lecteur qui me disait « Je suis très très mal à l'aise parce que je me suis identifié à Guillaume, donc le méchant. » Il est très très méchant, c'est horrible ce qu'il fait, mais je peux comprendre. Sans l'excuser, je peux comprendre qu'à un moment donné, on passe de l'autre côté, quoi. Du côté obscur. De passer de l'autre côté, c'est aussi que c'est horrible ce qu'il fait, comme tu viens de le dire, mais c'est pour des bonnes raisons. Il n'en est pas tout à fait responsable en plus. Et il n'en est pas vraiment... Enfin, je veux surtout pas l'excuser, mais c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait responsable. Donc, il a eu une enfance lui-même difficile, avec un père despotique, très religieux, qui tapait dessus, qui le forçait à prier, enfin voilà. Et à force de taper dessus et de le forcer à prier, je pense que il y a eu un problème qui s'est installé au niveau psychologique. Donc, quand il est adulte, on le rencontre adulte, en tout cas, il prend des régulateurs d'humeur pour essayer d'avoir une vie la plus normale possible. D'ailleurs, je pense que c'est dans le prologue, son ex-femme lui dit « Est-ce que tu as bien pris tes médicaments ? Sinon, je te laisse pas la petite. » C'était sa semaine de garde. Et voilà. Mais le jour où il perd son ex-femme, qu'il aimait toujours, et sa fille, il lui reste plus rien. Donc, à quoi bon encore prendre des médicaments pour aller bien et vivre normalement, puisque voilà. Et là commence la descente aux enfers. Et il va se mettre en tête de se reconstituer une famille, d'une manière qui n'est pas très catholique. Tu interroges Voilà. beaucoup la Donc parentalité on aussi. parle de Oui. Désobéissance, donc le dernier roman de Salvatore Mini, édité aux éditions M+ Éditions. Élodie. Et tu interroges beaucoup la parentalité aussi dans ce livre-là. N'ayant pas d'enfant moi-même, me rendant compte à quel point je tiens à ma nièce, et à mon neveu, mais surtout à ma nièce, je me suis dit, ça doit être vraiment très très dur de perdre un enfant. Et donc j'empêche Guillaume de connaître ce bonheur-là finalement. Oui, il l'a connu pendant une dizaine d'années,
et puis elle disparaît. Et là, je pense que n'importe quel parent, et même sans être parent, on comprend qu'il puisse péter un plomb, comme on dit. Mais tu vois, sur désobéissance, tu franchis une petite limite quand même, c'est que tu vas un peu dans l'ésotérisme, moi je trouve, par rapport aux 2 premiers. De la façon dont Mia apparaît. Je sais que ça titille pas mal de lecteurs et lectrices de polar, parce qu'en général, ils n'aiment pas trop... qui me parlent souvent d'une touche... Ah, mais il y a une petite touche surnaturelle, mais ça va, c'est bien intégré dans le texte, donc ça m'a pas dérangé. Voilà. Et moi, je réponds toujours, mais qui a dit que c'était une touche surnaturelle ? Qui a dit que, pour moi, ce n'était pas normal ? Qui a dit que c'était surnaturel ? Le commun des mortels dit que c'est surnaturel. Notre monde cartésien nous dit de ne pas croire à tout ça. Depuis tout petit, on nous dit qu'il ne faut pas croire aux fantômes, par exemple. Je connais plein de gens, dont moi-même, avec une très très grande sensibilité. Et quand je parle de sensibilité, je ne parle pas d'émotivité, je parle vraiment dans le sens ressentir les choses. Et donc, je ressens, pas voir, mais je ressens beaucoup de choses que d'autres personnes n'éprouvent pas, ne ressentent pas. Voilà. Donc pour moi, il n'y a rien de surnaturel. Alors, Salvatore, vous m'avez inspiré une petite page d'écriture. Alors, je vais amener un peu de légèreté, et vous pardonnerez les quelques approximations, mais que ceux qui me connaissent ont l'habitude. Ok. Alors, Salvatore Mini, des sonorités douces, Salvatore et ses chansons tendres, les chansons tendres de votre compatriote, d'origine italienne lui aussi. Mini, comme la petite souris chantée par Henri Salvador. Mais, comme l'indique le titre de votre thriller, Désobéissance, vous avez fait preuve de désobéissance face à des a priori. Il n'y a rien de Mini dans ce récit. Bruxelles, ma belle, tu parles. Plutôt le royaume de l'oppression, de la perdition, une descente aux enfers, qui montre qu'une vie peut basculer d'un moment à l'autre. Est-ce qu'on est maso parce qu'on ne peut pas s'empêcher de continuer à lire ? C'est pas logique. Mais comme le personnage central, on ne peut pas revenir sur ses pas. Donc on continue. Alors je ne vais rien divulgacher, comme diraient nos cousins québécois, mais alors la fin, j'en suis resté sur le cul sans pouvoir bouger, comme si j'étais entravé. Bravo, Jack. Merci, Jack, parce qu'il ne nous avait pas prévenus. Donc c'est une petite friandise. Je l'ai fait tout à l'heure. C'est une petite friandise qui nous a donné bravo, Jack. Et alors, Jack, Oui. Jack l'auteur. Jack l'auteur, dans l'écriture de ton roman, en fait, le récit est linéaire et suit vraiment la progression en fait des faits, de l'intrigue, de l'enquête, et tout est factuel, un peu froid justement. Enfin, c'est... Ouais. Et comment ça se fabrique ça, justement pour garder cet appétit de lecture qui est à mon avis aussi concomitante. Oh, c'est beau ça. Non. À l'appétit. Soirée de poésie. Oui, c'est ça. L'appétit d'écrire en même temps. Enfin, je suppose que ou est-ce que écrire c'est une douleur en fait d'écrire des choses comme ça ou... Non, ce qu'il y a, c'est que moi je suis admiratif des auteurs qui il y a un meurtre et ils tiennent 300 pages là-dessus, quoi. Donc ça, je suis vachement admiratif, surtout que j'en lis pas mal et je trouve ça toujours incroyable que on découvre le corps. Il y a un début d'enquête et on est déjà à la page 150, quoi. Et on continue à lire et ça file. Et voilà. Mais quand tu les découpes et quand tu mets des bouts partout, ça dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps, non. Ce qu'il y a, c'est que par exemple, par rapport à ce bouquin, c'est que je voulais absolument suivre la chronologie et le temps qu'a mis le véritable tueur à commettre ses faits. Parce qu'il y a un espace-temps à chaque fois entre chaque victime, qui se rapproche d'ailleurs. Et j'explique pourquoi, voilà, dedans, mais j'avais pas envie d'ennuyer le lecteur non plus. C'est pour ça qu'il y a plusieurs faits qui arrivent, parce que c'est comme dans la vraie vie d'un enquêteur. C'est pas parce qu'il y a un meurtre qu'on fait tous les épisodes dessus. Et moi, j'en ai fait les frais, parce que très naïvement, on a eu un homicide. Et moi, je me suis dit, ça y est, ici, on est parti pour 2 mois. Et 3 jours plus tard, on en avait un nouveau. Et là, je me suis dit, mais qui va s'en occuper ? Mais en fait, il n'y a personne d'autre que nous. Donc, on a dû tout gérer. Et en plus de ça, on a eu une vague. On en a eu 8 comme ça sur 2 mois qui se sont enchaînés. Et donc, ça, c'est vraiment la réalité de terrain. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer dans ce bouquin. Et c'est ce que l'enquêtrice subit aussi. Elle va avoir plusieurs faits qui vont arriver. Certains qui vont être beaucoup plus marquants que d'autres.
Et au niveau de sa psychologie, il y a plein de choses qui vont changer et ça va la motiver, notamment par rapport à sa sœur, quoi. Alors, ton enquêtrice mène une enquête difficile, Élodie. Elle n'en sort pas indemne de certains faits, quand Tout à même, ton enquêtrice. Moi, la scène qui m'a plus marquée n'est pas l'enquête principale. Je ne vais pas non plus divulgacher, comme dit Jacques. Je pense que tu n'as pas été tendre non plus sur les scènes secondaires, on va dire. Ouais. Et que ton inspectrice, elle pète son petit plomb aussi, elle. Mais je peux dire que c'est du vécu par rapport au pétage de plomb, mais c'est du vécu par rapport au fait dont tu parles. On va juste dire Jimmy. Voilà. Donc, à partir de ce fait-là, parce que c'est un fait que moi j'ai vécu personnellement et qui m'a pas mal travaillé. Donc, quand je parle ensuite de cauchemars, etc., c'était les miens. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Voilà, c'est ma façon de faire. Et parce que nous, on nous prévient pas. On nous dit pas, attention, il va se passer un truc. Non, on arrive sur une scène de crime et voilà. Et en fait, j'aime bien mettre le lecteur à ma place. Des fois, ça passe pas. Des fois, ça passe très bien. Il y en a qui me disent, j'ai adoré. Et d'autres qui me disent, ce chapitre-là, je l'ai passé. Et puis après, je suis revenu, etc. Mais oui, moi, je voulais mettre l'enquêtrice à ma place à ce moment-là. C'est fait exprès, parce que moi, ça m'avait vachement marqué. Et alors, moi, ça m'a fait du bien de l'écrire, mais je voulais qu'elle subisse ça aussi, parce que ça peut changer plein de choses. Et c'est clair que si on n'a pas du recul de l'expérience, on peut vriller aussi comme elle va le faire. Et alors, par rapport aux criminels, on va les appeler comme ça, est-ce qu'on peut avoir... et là, je m'adresse aussi à tous les deux, une sorte d'admiration. Alors, en plus, voilà, là, ce sont un personnage réel, mais... Tu parles de ton tueur et tu dis que c'est un artiste. Tu peux nous parler de son œuvre? C'est ça que je voulais dire. C'est ça que tu voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Judith. Madame Bovary, Voilà. c'est moi, tout ça, voilà. De son œuvre, c'est-à-dire que oui. C'est toi qui le dis dans le roman. Tout à fait. Hein, tout à on fait. en parle. C'est-à-dire qu'il est réellement passé entre les mailles du filet. Oui et non, parce qu'il n'est pas impossible qu'il n'ait pas été approché non plus. Mais maintenant, il faut mettre ça aussi en perspective par rapport à la période. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les moyens scientifiques à l'époque, on n'avait pas non plus les moyens technologiques, etc. On n'avait pas de téléphone, de caméra. Et quelque part, on ne prenait pas non plus les disparitions adultes aussi au sérieux que maintenant. Et donc ça joue, il y a pas mal de petits éléments, de petits couacs, comme on dit chez nous, qui entachent l'enquête. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça fascinant, sa manière d'opérer, essayer de comprendre pourquoi aussi, et surtout pourquoi il s'est arrêté. Voilà. Et moi c'est quelque chose qui m'avait assez fasciné, et pourquoi j'ai fait il pas mal s'est de arrêté recherches dessus. Ouais, ça je peux pas le dire. Ça je peux pas le dire. Il y a une solution dans le roman, mais voilà. Réellement, voilà, le dossier n'est toujours pas clôturé, donc peut-être dans 3 ans on en reparlera. Mais... Élodie. Alors, on parlait de fascination. Salvatore, tu écris du thriller psychologique. Tu l'as dit toi-même, tu n'as aucun lien avec la psychiatrie, connue en tout cas. Pourquoi toi cette fascination pour la maladie mentale, pour la psychiatrie? Je sais pas trop, en fait, j'ai toujours été fasciné par ça, par le cerveau humain, la psychologie, la réaction des gens, les rapports entre les êtres humains, la sensibilité des gens. Comme je le disais là tout à l'heure, je suis très 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 sensible et je me rends compte qu'autour de moi, c'est pas toujours le cas et les gens comprennent pas et ça fait un petit peu peur puisque ils ressentent pas les choses avec autant d'intensité que moi et donc je dois souvent m'expliquer. Et donc je me demande, mais est-ce que mon cerveau est différent de celui des autres ? Sans doute. Est-ce que c'est mieux ou pas ? C'est pas la question. C'est juste que je suis comme ça. C'est pas tous les jours facile d'être comme ça, parce qu'on doit beaucoup s'expliquer. Hein. On doit toujours expliquer pourquoi on dit certaines choses ou la manière dont on les ressent. Et dans les salons, les rencontres avec tes lecteurs, est-ce que tu as ce même souci de sensibilité ? Je ne sais pas si c'est un souci finalement, mais je vois très vite, très clair en les gens simplement. Hein. C'est juste ça, je dirais presque un don. Avec mes lecteurs, mes lectrices, je garde quand même une certaine distance. Il y a beaucoup d'auteurs et c'est pas du tout une critique ou un jugement de valeur ou quoi, qui deviennent très copains. Il y a Élodie opine du chef, mais pas dans le bon sens. Oui, mais Élodie, c'est une exception. Mais je veux dire, je suis très sympa avec les gens, j'aime les gens, c'est pas la question, mais je vais toujours garder une distance entre les lecteurs, lectrices et moi.
Je pense que c'est une manière de me protéger, simplement. Et peut-être pour garder une part de mystère, je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand les gens qui m'ont lu sans m'avoir rencontré, quand ils me rencontrent, ils ouvrent des yeux comme ça, en disant « Mais c'est vous ?» Oui. On parle tout le temps de ton sourire Voilà. en salon, quand Et on même. me dit toujours « Mais vous êtes tellement solaire, vous êtes tellement... et vous écrivez des horreurs. » Oui. Je dis « Bah oui, mais peut-être que parce que j'écris des horreurs, je reste lumineux, je ne sais pas. J'évacue la noirceur qui est en moi, puisque j'invente tout, donc ça vient de quelque part. » Dans ton roman, Jack, il y a Jack Giaccoli. Jack Giaccoli. Il y a un autre aspect qui est très important aussi, c'est quasiment un peu, enfin une description, une étude sociologique, les petits bars un peu crasseux, miteux. Le monde de la nuit. Le monde de la nuit, les gens un peu louches qui peuvent traîner. Et du coup, c'est une volonté de décrire ce milieu-là, ou juste c'était cette enquête-là qui portait à ça? C'est les deux, en fait. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui a travaillé dans le dossier et qui m'avait dit un truc qui est hyper important, c'est vraiment montrer le contraste entre le centre-ville, qui est très lumineux et entre guillemets, safe, et ce quartier de la gare, où, en fait, quelque part, tout le monde s'en fout un peu, en fait. Et donc... où les gens se débrouillent entre eux. Il y a effectivement des cafés qui sont beaucoup plus miteux. Tu parles de Mons. Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas de... Voilà, on parle de Mons. Et donc le quartier de la gare, c'est toujours un quartier de la gare. Et donc ça, c'était une volonté. Et effectivement, il y a cette volonté aussi de montrer la différence entre les gens qui n'ont pas vraiment de but dans la vie, qui errent, qui sont un petit peu paumés, etc. Et à l'époque, il avait souvent été dit dans les journaux que en fait, on n'y va pas vraiment prêter attention parce qu'effectivement, ils disparaissaient, mais peut-être qu'ils étaient partis dormir chez quelqu'un et on ne savait pas. Et je me suis fait la réflexion en me disant, tiens, à l'heure actuelle, est-ce que des migrants qui ne sont pas répertoriés, est-ce qu'ils disparaissent et est-ce qu'on s'en fout ou pas, voilà. Et comment on ferait pour les retrouver, etc. Et donc je voulais un petit peu montrer aussi ce côté-là, l'image qu'on peut donner à une couche de population. C'est d'ailleurs, il y a une dispute entre l'enquêtrice et sa sœur par rapport à ça. De se dire que voilà que c'est pas parce que il y a des personnes qui ont moins de chance que d'autres ou qui ont à un moment donné une chute dans leur vie, etc., qu'on peut pas non plus avancer et en tout cas enquêter pour elles, etc. Ce qu'on fait maintenant, hein. Maintenant il n'y a plus vraiment on prend vraiment tout au sérieux tout de suite. Et c'est pour ça que je pense que le TPSE revient maintenant, il fait la même chose, il en fera peut-être une, peut-être deux maximum, quoi. On n'agit plus de la même façon, c'est plus la même... Et je lance pas un défi, hein. Je lance surtout pas un défi, mais on n'enquête plus de la même façon et on prend... voilà, c'est tout à fait différent. Et il y a une image de la femme aussi qui est particulière parce que quelque part c'est un peu féministe, même si tout devient féministe, et ouais. Tant mieux. Mais l'enquêtrice déjà qui lutte dans ce monde très masculin, et puis ces femmes qui se font enlever, dépecer, couper en morceaux façon puzzle. Voilà, tout de suite on dit en gros ce sont des femmes de mauvaise vie, donc voilà, un peu seconde zone. Voilà cette image de la femme qui est un peu bousculée et qui est une réalité, je pense aussi. En fait, il y a un double clin d'œil, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de travailler avec la première femme qui est devenue enquêtrice sur Bruxelles. Et en discutant, elle m'avait dit qu'au début, quand elle est arrivée, c'était surtout pour aller chercher le café, pour aller faire des dépôts, greffes, voilà, tous les trucs très basiques. Et quelque part, elle a dû prouver ce qu'elle savait faire pour pouvoir avoir ses propres enquêtes aussi, etc. Et en plus, ton enquêtrice est quand même soumise à pas mal de railleries, tout à fait. macho. Tout à fait. Alors là, j'ai un petit peu monté le niveau, mais voilà, ils sont assez lourds. Mais oui, de toute façon, ça, c'est des choses qui arrivent encore. On a encore des témoignages, même encore en 2024. Donc ouais, moi, je voulais mettre ça en avant. Et alors, le second clin d'œil, ça vient d'un fait donc de l'éventreur du Yorkshire, pour le dire de manière très anglaise, mais qui avait fait, je crois que c'était 17 victimes. Et en fait, tout au début, c'était dans les années 70, je le dis en français. Et tout au début, on disait que c'était des prostituées. Donc, quelque part, tout le monde s'en moquait, jusqu'à ce qu'il tue une jeune fille qui n'était pas une prostituée. Et là, à ce moment-là, l'enquête a vraiment démarré, et là, c'est vraiment parti. Et voilà, moi, je voulais mettre ça en avant encore une fois par rapport à la femme, quoi, tout simplement. Oui.
Et alors toi, Salvatore, les femmes, tu les enfermes dans des caves ou des tranches? Oui, c'est très différent. Je sais pas quoi répondre. Chacun son style. C'est pas parce que ça tombe que c'est une femme. Hein. Je les enferme pas parce que ce sont des femmes. Ça tombe que dans l'histoire, c'est ce personnage-là qui doit être enfermé. En même temps, elle devient enquêtrice aussi. Elle ne l'est pas, mais c'est aussi un personnage féminin qui mène l'enquête. Mais je pense que mes personnages féminins sont très forts, en fait. Elles sont fortes, ce sont des femmes fortes, mais qui, comme tout le monde, a des faiblesses et peuvent se faire avoir, quoi. Mes héroïnes sont plutôt fortes. Et elles finissent toujours par s'en sortir d'une certaine manière. J'ai noté aussi pas mal de références en termes de... Alors, Seven, oui. Le film qui revient tout le temps, c'est un modèle, en fait, pour les criminels en tout genre Non, mais je trouvais que c'était... en fait, le film est sorti à l'époque. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il ne s'inspirerait pas non plus de ça? C'est pour ça que j'en fais référence. Et là, je lance un appel. Donc, si tu m'entends, tu peux faire comme John Doe et tu peux venir me voir pour te rendre. Merci. Et non, ouais, voilà, je trouvais que le lien était sympa par rapport à l'époque, encore une fois. Et c'était un film qui m'avait marqué parce que c'est la première fois qu'on mettait le tueur en série en avant à ce point-là. Et je trouvais ça vachement bien. Et au niveau de la mécanique du thriller, donc du film, c'était nickel, quoi. Donc oui, c'est pour ça que je l'ai mis en avant. Et en parlant de références, Salvatore, toi, tu fais tes propres références. Parce que moi, j'ai repéré une petite mise en abîme, avec, page 115, un de tes personnages qui lit « Claustration ». Je ne sais pas qui est l'auteur de ce livre. Est-ce que c'est un bon bouquin? Tu cites pas l'auteur. Hein, je me suis fait un clin d'œil à moi-même. Ouais, mais tu cites pas l'auteur. Oui, c'est moi l'auteur, oui. C'est moi l'auteur. Mais je voulais faire surtout un clin d'œil à mes lecteurs et à mes lectrices. Mais c'est vrai qu'après coup, quand on m'en parle, je me dis, oui, ça fait placement de produit. Mais voilà, je trouvais ça sympa parce que dans chaque bouquin, je fais un petit clin d'œil, sauf le premier. Ceux qui ont lu mes bouquins, mes romans dans l'ordre, remarquent le petit clin d'œil du bouquin suivant, quoi. Mais c'est plus pour leur faire un clin d'œil. Il y a aussi une référence à un petit village valenciennois, Lotterie-Saint-Léger. Ah oui. Écoutez, à force de rencontrer des lecteurs et des lectrices qui viennent presque nous harceler en salon, on se dit, on va leur faire un petit clin d'œil dans un bouquin, ça va peut-être les calmer. Ça marche pas. Ça n'a pas marché du tout. La preuve, je suis là ce soir. Et voilà, après, je devrais pas dire ça devant elle, mais Elodie est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, elle est venue me voir après avoir lu mon deuxième roman en me disant « J'attends le troisième avec impatience, mais je t'aurai au tournant. » Et je me suis dit « Bon, elle va m'avoir au tournant, je vais la surprendre à ma manière. » Et donc, j'ai parlé de Tristan-Léger, donc... d'un certain Tristan-Léger où se déroule le salon des forges obscures. Exactement. Comme vous n'avez pas que un mauvais fond, vous faites aussi de la littérature jeunesse. Mais il ne faut pas un bon fond pour faire ça. Hein. Alors pourquoi? Vas-y. Mais on veut en savoir plus. Mais en tout cas, pour ma part, mes livres pour les enfants, donc entre 8 et 12 ans, en fonction des enfants évidemment, hein, chacun lit à son rythme. Et, c'est une première incursion dans le frisson, dans le suspense, dans le mystère. Donc je peux... C'est initiatique. Pour la suite. On va dire ça, oui. L'objectif est que vers 15-16 ans, ils lisent mes livres pour les adultes, quoi. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça mon objectif. Mais donc j'ai accepté d'écrire cette collection, justement déjà parce qu'elle s'appelle Mystère en Belgique. Et que on peut avoir aussi des livres qui se passent en Belgique, hein. Il n'y a pas que la France ou je sais pas moi, les États-Unis, New York et tout ça. Je trouvais l'idée vraiment sympa que les enfants puissent lire des petits livres qui les fassent frissonner, gentiment. On va pas les traumatiser tout de suite. Et qui se passent dans leur pays, donc dans plusieurs villes. C'est pas un guide touristique, mais il se trouve que Lisa et Luca voyagent en Belgique, donc passent de Bruxelles à Ostende, en passant par Namur. Ce qui est chouette avec ces livres, ces histoires, et je vais certainement répondre à une question, désolé d'avance, c'est qu'elles me permettent non seulement d'exprimer ma part de noirceur, on va dire de grisaille, mais aussi peut-être ma part d'humour, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup d'humour dans Mystère en Belgique. Ce sont les enfants et leurs parents qui m'en ont fait prendre conscience. Moi, je m'en suis pas rendu compte, en fait. On n'a pas toujours conscience de ce qu'on écrit, finalement, de l'effet
produit sur le lecteur. Et voilà, c'est une chouette petite collection qui fonctionne très très bien. Je suis le premier surpris, puisqu'à la base, moi, j'avais refusé de le faire. Je dis, moi, j'écris pour les grands, des horreurs, et vous m'approchez pour des bouquins pour enfants, je ne vais jamais y arriver. Et finalement, ça se passe très, très bien. Les enfants adorent. Je les rencontre dans les classes, on discute ensemble, et puis il n'y a pas de filtre chez les enfants. C'est trop bien. C'est pas difficile de passer de l'un à l'autre en temps d'écriture, je sais pas, en période d'écriture? Ou en méthode d'écriture, en style d'écriture. J'ai beaucoup de questions là. Nous aussi, donc passe à la seconde. Mais en fait, au final, c'est tellement différent que je peux très bien écrire le matin mon prochain roman pour les adultes et l'après-midi mon nouveau tome pour enfants. C'est très différent, donc je mélange pas du tout les histoires, du tout. Et je m'amuse beaucoup en écrivant pour les enfants, en fait. Pour les adultes, c'est un amusement différent, puisque je suis sadique dedans, j'aime bien être sadique. Tu avais une autre question, mais je ne sais plus. Non, mais c'est ta réponse. Ah, c'est ma réponse, ok, ben voilà. Jack Collie, oui, moi, la jeunesse. Voilà, moi c'est différent, c'est que ce sont donc des livres dont vous êtes le héros, donc c'est l'enfant qui choisit la voie à suivre, il s'approprie l'histoire, et voilà, c'est lui qui va décider du sort que vont subir, je veux dire entre guillemets, les héros. Moi, la différence, c'est qu'on n'est pas dans le frisson, enfin, plus ou moins. En tout cas, c'est pas un thriller, c'est qu'on est plus dans la fantaisie. Et en fait, je revisite les contes et légendes, le folklore de Belgique. Donc, je mets en avant à chaque fois une commune avec son folklore, avec un conte, etc. Et alors, la fantaisie, c'est quoi? C'est avec des dragons C'est ça. Donc là, je prends vraiment les codes de base. Donc, magie, tout ce qui est des elfes, des nains, des dragons. Voilà, c'est tout ce monde-là, le Seigneur des Anneaux, etc. Vraiment, l'inspiration vient de là. Et comme ce sont des contes et légendes où on parle de sorcières, de magie aussi, de dragons, comme là. Et pour le coup, là, tu n'as pas de sujet que tu connais comme dans le polar, c'est de l'imagination. Tout à fait. Donc là, je suis dans la pure imagination. Le seul point qui m'inspire, c'est forcément le conte ou la légende que je vais traiter. Alors par contre, je me rends quand même sur place. Pour le premier, pour Mons, ici le second, c'était pas dur, mais pour le premier, je me suis quand même rendu sur place par rapport au château qui existe toujours, qui a été rénové, donc je voulais quand même voir comment c'était, où ça se trouvait, parce que je trouve ça important, voilà, si des enfants vont après voir, etc., c'est quand même important. Et là, la différence, c'est que c'est vraiment ma bulle d'air, c'est-à-dire que je suis très loin de mon boulot, et pour moi, c'est ma récréation. Par contre, au niveau construction, c'est vraiment pas comme un roman normal, c'est-à-dire que je suis obligé de faire une espèce d'arborescence. Et donc, parce que chaque décision va changer la trajectoire du récit. Et donc, je suis obligé de faire tout un graphique. Et à la fin, on appelle ça une arborescence parce que ça ressemblait à un arbre. Et voilà. Donc, j'ai dû apprendre à faire ça aussi. Et... C'est un jeu de construction, un peu. C'est ça. C'est-à-dire à chaque fois, il y a trois fins différentes. Et en fait, chaque décision va changer l'histoire. Donc, il y a une super fin, où là, on a vraiment tout découvert et on a les objets qui vont nous servir pour la suite, parce que ce sont des tomes qui se suivent, donc les personnages évoluent, comme dans la vie, en fait. Et ce que je voulais surtout, moi, à travers ces bouquins, c'est de donner envie de lire. Moi, j'ai commencé à lire avec des livres dont vous êtes le héros, donc c'était à l'époque où il y avait des feuilles d'aventure avec des dés, et on trichait à chaque fois, parce qu'on lançait, on disait « Non, j'ai fait un 6, je voulais un 8, on reprend ». Nous, on est gentils, c'est-à-dire que si on se trompe, on dit « va là-bas », tandis que les livres dont vous êtes le héros, on meurt, et donc souvent, on devait retourner et dire « j'ai déjà lu ce truc-là, je ne sais plus le choix que j'ai fait ». Et donc, moi, ce que je voulais faire surtout, c'est que les enfants aient envie de lire, et c'est pour ça que j'ai même choisi cette image en fait, je ne spoil pas, mais en fait, les enfants vont commencer à lire un grimoire, et vont être aspirés dedans, et donc ils vont, un petit peu comme Jumanji, ils vont être obligés de finir le grimoire s'ils veulent revenir. Et en fait, chaque chapitre est une nouvelle histoire. Et en fait, l'image là-dedans, c'est qu'un bouquin, en fait, c'est très plat, voilà, il se passe rien quand on regarde comme ça. Mais quand on commence à lire, on est aspiré dans un monde tout à fait à part. On est loin de notre quotidien. On est vraiment dans un autre univers. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire passer par ces bouquins-là. Et jusque-là, ça marche. Et finalement, tous les deux, quand je vous entends, j'ai l'impression que la Belgique, limite, c'est un personnage à soi-même aussi, parce que vos romans sont ancrés en Belgique. Alors,
Jack, parce que le fait divers aussi y est. Mais quand on vous entend parler, la jeunesse est ancrée en Belgique, je pense que vous avez envie de faire découvrir aussi votre univers et votre spécificité belge, non ? Tout le monde sera d'accord ici, enfin surtout les Belges, s'il y en a. En Belgique, on a plein de bouquins qui viennent de France, qui se passent en France, à Paris, ou alors à New York pour les traductions, à Londres. Et pas grand-chose en Belgique, quoi. Pourtant, les Belges sont sympas. Ah bah oui, on est super sympa. Et on est très talentueux en plus. Et non, mais pour être sérieux, c'est vrai que personnellement, en tout cas, moi je suis profondément bruxellois, j'adore ma ville, je suis très fier de ma ville. Et je trouve qu'on ne la met pas assez en avant. Et je me suis dit, si à mon petit niveau, je peux mettre en scène Bruxelles dans mes livres pour faire découvrir peut-être justement ma ville aux Français notamment ou à d'autres Belges qui n'habitent pas Bruxelles, ça me ferait super plaisir. Et puis les Bruxellois adorent parce qu'ils me disent « Ah, mais je prends le même tram. Oh, je m'arrête à la même station de métro. » Et en plus, on parlait de génération tout à l'heure belge, mais tu parlais de Clarence Pitt, c'est aussi le cas dans un des livres de Clarence, Ineffaçable, qui se passe à Bruxelles aussi. Oui, et je pense pas que ce soit le seul qui se passe en Belgique, mais bref, oui. Ineffaçable, oui, tout à fait. Il se passe à Bruxelles avec ces fameuses fresques pornographiques, oui, qu'on a gardées chez nous. Enfin, c'est resté, on a laissé ça là. Et on se dit pourquoi pas, mais c'est le pays du surréalisme, donc voilà. Mais Clarence Pitt, oui, je vous invite à la lire, elle est talentueuse. Alors ça sera le mot de la fin. Merci voilà. Salvatore Mini et Jack Giacoli. Ça sera le mot de la fin en sachant que nous recevons Clarence Pitt le 4 octobre aux rencontres polars de Jimmy. Donc merci à terre tous, comme on dit ici. Pas mal, chez nous aussi. Merci Salvatore. Et je voudrais rassurer nos invités, sachez quand même qu'on est bien conscient que la France n'est qu'un département de la Belgique. Ah, bravo. Deuxième mot de la fin, bravo Jack. C'était le 3e épisode des rencontres polars de Jimmy, avec comme chroniqueurs Judith Masson, Élodie Lemaire et Jacques Thomas, et présenté par votre serviteur Jean-Marc Demetz, dit Jimmy, avec comme invités Jack Giacoli et Salvatore Mini. Ce podcast a été enregistré en public à la médiathèque Marguerite Yourcenar de Fâche-Tuménil. L'enregistrement, la réalisation et la musique de ce podcast ont été montés, mixés et produits par Fred Candeil pour Podcast by La Fabrique. Nous remercions Corinne et Thierry Loustouré, Clémentine Van Brussel, le groupe Les Firebogs, Caroline Leclerc de la librairie La Ruche aux Livres, ainsi que la ville de Fâche-Tuménil. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et de nous suivre sur notre page Facebook et Instagram, Les Rencontres Polars de Jimmy. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour notre 4e épisode avec Clarence Pitt et Greg Waden.